On doit revisiter nos enregistrements et utiliser tout le potentiel de nos enregistrements pour prédire les complications de la maladie et prédire probablement également la réponse au traitement. Et si j'ai bien compris, il faut repenser complètement des notions simples que nous avions jusqu'à présent, et le monde de la santé ne parle que de l'index d'apnée-hypopnée dans le domaine du syndrome d'apnée du sommeil. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui ? Je crois qu'il faut retenir effectivement qu'on travaille avec un indicateur qui est très ancien, qui a toute sa valeur, je pense, pour à un moment donné poser le diagnostic, dire le patient a des problèmes de fermeture de la gorge pendant qu'il dort et suffisamment sévère pour expliquer des symptômes. Et je pense qu'il faut vraiment aussi intégrer la dimension symptômes. C'est un syndrome qui combine des troubles respiratoires la nuit, des plaintes de sommeil et de vigilance. Mais ça, on l'a limité aujourd'hui à un indicateur qui est l'index d'apnée-hypopnée, en sous-estimant les conséquences qui peuvent être variables de ces troubles respiratoires au cours du sommeil, l'importance du type de symptômes que présente le patient, et très vraisemblablement, tous ces paramètres influent non seulement sur l'évolution de la pathologie, mais aussi sur la réponse au traitement, l'adhésion au traitement qu'on va proposer, et donc pour le médecin, le choix du bon traitement pour le patient face auquel on est. En fait. Et en écoutant l'intervention tout à l'heure, je me disais, quelquefois, on a des évolutions qui sont grâce à des nouvelles technologies, parce qu'on va plus loin dans la précision diagnostique. Mais je me disais qu'on avait presque tout sur la très vieille polygraphie ventilatoire, mais qu'on n'utilisait effectivement qu'un seul index, et derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Donc moi, j'aimerais que tu détailles deux points importants. C'est d'une part tout ce qui concerne ce qu'on appelle la charge hypoxique, et si tu peux la redéfinir, et deuxièmement, la réaction autonomique. Donc deux éléments très importants. Voilà, deux éléments très importants, et pour revenir sur le début de ta question, en fait, deux éléments qu'on peut extraire d'un outil très très simple, qui est dans nos polygraphes depuis toujours, qui est l'oxymétrie. Et avec un capteur très simple, robuste, qu'on met au bout du doigt, qui n'est pas douloureux et qu'on utilise tous depuis très très longtemps. Alors effectivement, il y a deux conséquences physiologiques des apnées auxquelles on s'intéresse et dont on montre l'importance aujourd'hui. C'est la quantité de désaturation, la quantité de baisse du taux d'oxygène que vont engendrer les événements respiratoires et qui va être variable d'un patient à l'autre pour des raisons diverses. Ça peut être des comorbidités, ça peut être de l'obésité, etc. Donc cette quantité de désaturation qu'on appelle charge hypoxique, mais désaturation vraiment liée aux événements. Est-ce que la charge hypoxique est proche de l'index de désaturation ? Alors, elle est proche, mais l'index de désaturation va simplement comptabiliser un nombre de baisses de taux d'oxygène en prenant un seuil habituellement qui est de 3%. Donc, si vous avez un index de désaturation à 10 par heure, ça veut dire que 10 fois par heure, votre taux d'oxygène va baisser de 2 ou de 3% ou de 4%. La charge hypoxique, elle est plus subtile parce qu'elle va mesurer complètement la profondeur et la durée de la désaturation. C'est quelque chose qui est plus fin que l'index de désaturation. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc c'est plutôt ça, a priori, qu'il faudra prendre en compte. Et puis il y a une deuxième conséquence physiologique ou physiopathologique des apnées qui est très importante, c'est la réponse de notre système nerveux autonome. Quand on fait une apnée, au moment où on reprend notre respiration, on active le système nerveux sympathique, et ça va se mesurer par exemple par l'augmentation de la fréquence cardiaque ou l'aplatissement de l'onde de pouls qui témoigne d'un phénomène de vasoconstriction. Là encore, tous les individus à IH égal ne sont pas équivalents en termes de réponse autonomique aux événements. Et donc ce que montre, et là encore, très intéressant, ces indicateurs, on peut les sortir de l'oxymètre, puisque l'oxymètre mesure la fréquence cardiaque, mesure l'amplitude de l'onde de pouls. C'est comme ça qu'il fonctionne. Avec ce simple capteur, on peut mesurer ça. Et on voit aujourd'hui l'intérêt, et on montre que ce qui peut paraître un peu surprenant, les individus qui ont perdu de la réactivité sont des individus qui sont plus à risque et qui sont moins répondeurs au traitement. Donc encore une fois, on a des indicateurs extraits de nos enregistrements et même on pourrait dire d'un seul capteur de nos vieux enregistrements qui pourraient prédire le niveau de risque et la chance qu'a le patient de bénéficier du traitement par PPC, mais probablement aussi d'autres traitements qu'il faudra évaluer. Tu veux dire que maintenant, quand on fait une simple polygraphie ventilatoire, on a déjà un diagnostic, mais on va déjà vers un pronostic. Exactement. Je
pense qu'on a un diagnostic avec cet indicateur universel qu'est l'IH et qui a toute sa valeur, je pense, parce qu'à un moment donné, si on voulait faire une analogie, c'est un peu comme le VEMS sur CV dans la bronchite chronique. À un moment donné, il faut dire, il y a une obstruction des bronches, là il y a une obstruction répétée des voies aériennes pendant la nuit, on pose le diagnostic et on le met en perspective de symptômes dont se plaint le patient, encore une fois très important. Mais ensuite, on va retourner vers les enregistrements, retourner vers les signaux et en particulier vers le signal d'oxymétrie nocturne pour extraire des indicateurs de risque, des indicateurs prédictifs de réponse au traitement. Et c'est ça qui va, je pense, les recommandations devraient évoluer dans ce sens-là. Là, tu penses qu'on va avoir prochainement des nouvelles recommandations? Alors, c'est un travail qui est toujours compliqué, fastidieux, mais il y a une initiative aujourd'hui autour de la Société française de recherche et de médecine du sommeil, la SPLF, d'une manière générale de la communauté des spécialistes du sommeil et des troubles respiratoires du sommeil pour dire qu'il faut refaire une mouture de nos recommandations, elle date de 2010, intégrant ces aspects-là. Ces aspects, et revoir aussi peut-être les symptômes. Et réintégrer dedans les symptômes. Il faut qu'on, si je puis dire, qu'on décolle de l'IAH, qu'on prenne de la distance. L'IAH, c'est simplement une mesure qu'on doit mettre en perspective de plainte du patient, plainte de vigilance, plainte de sommeil, de qualité de sommeil. Essayer de relier les deux, c'est-à-dire de dire je trouve un IAH élevé et je pense qu'il explique ce dont se plaint le patient. Et là, on a fait un diagnostic. Et ensuite, on va avoir une couche supplémentaire pour évaluer sur la base des symptômes, sur la base des comorbidités et de ces nouveaux indicateurs, quel est le niveau de risque, quel est le meilleur traitement à proposer aux patients. On est dans les journées pratiques, donc on aime les choses très pratiques. Question auxquelles on n'aime pas trop répondre en général. Est-ce que tous les matériels de polygraphie ventilatoire actuellement se ressemblent? Est-ce qu'on peut... Tu vas me dire probablement oui, mais certains sont peut-être plus adaptés à cela, et lesquels? Alors aujourd'hui, ce que je disais à l'instant, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a un signal, un capteur qui est majeur, c'est l'oxymétrie. Et vraiment se dégage clairement le fait que la quantité d'hypoxie en lien avec les événements, la réponse autonomique sont des éléments importants. On peut les extraire de l'oxymétrie. Donc je pense qu'aujourd'hui, par essence, tous les polygraphes comportent un oxymètre. Après, évidemment, il y a une qualité de mesure d'oxymétrie qu'il va falloir évaluer. Et encore une fois, il va falloir développer valider ces indicateurs, développer les algorithmes et valider ces algorithmes pour extraire ces indicateurs sur chaque type de polygraphe, montrer qu'on arrive à des choses qui sont correctes, mais on y arrivera, c'est obligatoire. L'oxymétrie, c'est un signal robuste, ancien et qui est maîtrisé. Est-ce qu'on peut résumer à outrance ce propos en disant qu'à un moment, en particulier les pneumologues, se sont rués vers la polysomnographie avec les micro-éveils? Est-ce qu'il n'y a pas à faire un peu de retour, un peu de marche arrière et de voir les choses autrement? Parce que plus que le micro-éveil, dont on ne parle plus beaucoup, on revient sur la charge hypoxique et les ondes de pouls. Ça, c'est une excellente question, parce qu'on a quand même une pathologie du sommeil. Donc on pourrait s'attendre à ce que la perturbation de sommeil ait un poids majeur. Alors là, je ne l'ai pas montré ce matin, mais parmi les travaux qui ont été faits, on a regardé si la charge de micro-éveil avait une valeur prédictive. Ça ne marche pas bien. Alors ça ne marche pas bien, peut-être parce que c'est effectivement pas lié aux complications, mais aussi peut-être parce que la mesure est très compliquée. La mesure du micro-éveil, tu le sais comme moi, c'est quelque chose de difficile avec une variabilité interobservateur qui est très importante et c'est difficile de l'automatiser. Par contre, il y a d'autres données que je n'ai pas montrées ce matin, mais en faisant de l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse spectrale, de la quantité de sommeil long profond qui ont probablement un intérêt. Mais bon, la polysomnographie pour tout ce que j'ai montré ce matin, n'est pas nécessaire. Et il faut rester effectivement sur la polygraphie qui est notre examen de référence et qui va permettre déjà d'extraire beaucoup de ces indicateurs. Là, on parle que de l'adulte. C'est peut-être moins vrai lorsqu'on parle de l'apnée du sommeil pour l'enfant, où on est beaucoup moins confronté, ou alors il faut d'autres valeurs, à la charge hypoxique, etc. On est peut-être plus là dans la fragmentation du sommeil avec les micro-éveils, non? Alors, bon, c'était vraiment l'adulte. Voilà, ce matin c'était l'adulte. Ouais. À titre personnel, je n'ai pas une énorme compétence dans le domaine de l'enfant. C'est sûr que les conséquences sur la désaturation vont être beaucoup plus faibles que chez l'adulte.
Et donc, ça ne sera pas forcément évident à mesurer. À ma connaissance, il n'y a pas d'études réalisées chez l'enfant pour tester ces indicateurs, mais il y en aura très probablement. Il y aura sûrement des seuils différents. Il n'est pas exclu qu'ils aient une valeur tout à fait significative. Mais je ne connais pas de données aujourd'hui chez l'enfant. Une dernière question, et tu en as parlé surtout sur la fin de ton intervention. On voit dans un centre comme le nôtre, maintenant, on développe beaucoup plus la pratique de l'orthèse, parce que c'est difficile à mettre en place, il faut vraiment une équipe très spécialisée. Tu as abordé, j'ai pas tout bien suivi, si tu peux le repréciser, entre pour les aspects de prédiction par rapport à l'orthèse et par rapport à la PPC. Alors oui, on fonctionne avec un dogme qui est toujours centré sur ce fameux IH. On nous dit, au-dessus de 30, c'est sévère, il faut mettre de la PPC. Et puis, on réserve l'orthèse aux cas moins sévères ou aux échecs de la PPC chez les plus de 30. Et en fait, on sait que parmi les gens qui ont plus de 30 de IH, il y a quand même une proportion non nulle de patients qui ne vont pas tolérer la PPC. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs qu'on pourrait extraire en revisitant d'enregistrement et qui pourraient nous permettre de repérer des patients qui, bien qu'ayant un IH à plus de 30, ne sont probablement pas des bons candidats pour la PPC, et on doit les orienter peut-être d'emblée vers des alternatives thérapeutiques, l'orthèse ou d'autres qui pourraient se développer. Alors on a montré deux choses, c'est en cours de préparation, je ne peux pas trop m'avancer dessus, mais si à IH égal, vous avez un pourcentage d'hypopnées qui est particulièrement élevé. Vous avez une maladie qui est caractérisée essentiellement par des hypopnées. Et par voie de conséquence, si vous avez des désaturations très peu profondes la nuit, désaturées peu la nuit, alors on voit dans notre cohorte que la probabilité de non-adhérence à la PPC est plus élevée. Autrement dit, on pourrait peut-être, dans cette population, à partir de nos enregistrements, identifier des patients pour lesquels on va dire non, c'est pas forcément la PPC en premier, je peux orienter le patient vers un autre traitement. On doit revisiter nos enregistrements et utiliser tout le potentiel de nos enregistrements pour prédire les complications de la maladie et prédire probablement également la réponse au traitement. Un traitement qui sera peut-être un peu plus long à mettre en œuvre et qui réduira moins l'IH. Et pour terminer, dans la caméra, un message fort après une intervention comme celle-là, si tu as un message au-dessus de tous les autres à faire passer. Un message, deux messages forts de ce matin, je pense, c'est qu'il faut qu'on redéfinisse le cadre des apnées du sommeil, il faut qu'on réintègre de façon systématique la symptomatologie. Le ça, c'est des symptômes qui sont expliqués par des anomalies la nuit, mais ce ne sont pas que des anomalies la nuit. Premier message. Deuxième message, on doit revisiter nos enregistrements et utiliser tout le potentiel de nos enregistrements pour prédire les complications de la maladie et prédire probablement également la réponse au traitement. Merci Frédéric.